Très bien. Nous allons voir les acides nucléiques maintenant, plus en détail. Nous allons commencer par les caractéristiques de l'ADN. D'accord? Bon, il y a une répartition assez bizarre. Donc, on a l'ADN et les cellules eucaryotes. Donc, l'ADN des cellules eucaryotes, l'ADN nucléaire, les bases. Donc, nous allons commencer à parler des bases. Il y a deux types de bases, les bases puriques et les bases pyrimidiques. Les bases puriques sont l'adénine et la guanine. Les bases pyrimidiques sont la cytosine et la thymine. Tout ça, on l'a déjà abordé. L'ose, c'est le désoxyribose. La structure, maintenant, la structure de l'ADN au niveau des cellules eucaryotes est une structure bicaténaire. Bicaténaire, c'est-à-dire qu'elle est constituée de deux chaînes, deux brins d'ADN. Donc, elle est bicaténaire, première caractéristique. Deuxième caractéristique, les brins sont antiparallèles. Qu'est-ce que ça veut dire antiparallèles? C'est-à-dire qu'elles sont disposées en tête bêche. C'est-à-dire que si j'ai une qui commence par la tête, qui se termine par ses pieds, la deuxième va commencer par ses pieds et se terminer par sa tête. Il y a un antiparallélisme. D'accord? Donc, on dira que le premier brin est orienté en 5', 3', et le deuxième, celui qui le complémente, le brin complémentaire, ne va pas commencer en 3' comme le premier. C'est-à-dire que si si je commence par une des extrémités, une des deux extrémités, au niveau d'un brin, j'aurai le 5', au niveau de l'autre brin, je n'aurai pas un 5', j'aurai un 3'. Donc, dans une extrémité, j'ai une extrémité 5' au niveau d'un brin, le brin complémentaire, ce sera une extrémité 3'. D'accord? Si je prends l'autre extrémité, ce sera 5', 3'. D'accord? Donc, si je prends une molécule d'ADN, un brin et un autre brin. Si cette brin ici, c'est un 5', il va se terminer ici par un 3'. Eh bien, il y aura un antiparallélisme. Le brin complémentaire sera ici 3'. Et ici sera 5'. On dira que les deux brins sont, comment? Ils sont antiparallèles. Ils sont antiparallèles. D'accord? Allez, on continue. Les brins sont complémentaires. La structure est assurée par les liaisons hydrogènes entre les bases. Donc, j'ai un brin, un autre brin complémentaire. Donc, il y aura des liaisons. Il y a des liaisons entre les bases qui constituent les deux brins. Ces liaisons sont des liaisons hydrogènes. Ce sont des liaisons hydrogènes. Donc, c'est des liaisons faibles. D'accord? Il y a une hybridation AT, c'est-à-dire que les bases A et T peuvent se lier par des liaisons hydrogènes et les bases CG peuvent se lier par des liaisons hydrogènes. L'hybridation AT comprend deux liaisons hydrogènes. L'hybridation C et G, 3 liaisons d'hydrogène. Donc, j'ai deux types de liaisons hydrogènes. Une entre le A et le T, l'ADN. Je suis en train de parler de l'ADN. D'accord? Entre le A et le T, c'est deux liaisons hydrogènes. Entre le C et le G, j'ai 3 liaisons hydrogènes. D'accord? Très bien. Les liaisons hydrogènes, donc à plus en détail, au niveau de la base azotée, ces liaisons hydrogènes, elles seront formées entre quoi et quoi? La fonction amine NH2 et le groupement CO, le groupement carbonyle. C'est une fonction cétone. Donc, comme on avait vu en chimie, on avait des liaisons hydrogènes, elles pouvaient se former entre le H d'une fonction amine et un électron double, à l'oxygène. Vous vous souvenez des électrons doubles et tout. Donc, la liaison hydrogénée pouvait se former entre certaines structures. Ici, elle va se former entre le O et le NH2, entre la fonction carbonyle et le NH2. Soit entre le amine et le groupement CO, soit entre un azote d'un cycle et l'hydrogène porté par un azote de l'autre cycle. D'accord? Donc, il me faut un hydrogène qui va se lier à quelque chose. Cet hydrogène, soit il se fixe sur un groupement carbonyle, soit il se fixe sur un cycle. D'accord? Donc, le H, il peut se fixer sur un O, il peut se fixer sur un N. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Liaison hydrogène. Caractéristique des liaisons hydrogène. Complémentarité des bases. La complémentarité des bases est absolue. D'accord? Le A va reconnaître le T, il va s'y lier. Le C reconnaît le G et va s'y lier. Pour tous les ADN de toutes les espèces,
C et G. Donc chez toutes les espèces qui comprennent de l'ADN vont avoir du C et du G. C'est pas important pour nous. D'accord? Deux bases sont complémentaires dans un même plan. Attention, les bases, la complémentarité des bases se fait sur le même plan. C'est-à-dire malgré la structure bicaténaire, malgré la structure tridimensionnelle de l'ADN, de l'hélice que va former l'ADN, la liaison entre une base et une autre base va se faire dans le même plan. Dans le même plan. D'accord? Chaque paire de bases a le même encombrement stérique. Chaque paire de bases a le même encombrement stérique. C'est quoi l'encombrement stérique? L'encombrement stérique est la capacité d'une molécule à cacher ses sites de liaison, ses sites de fixation, par sa structure même. Selon la loi de Pauli. C'est une loi de chimie. C'est pas important pour nous. Le plus important, c'est de savoir qu'une molécule, une enzyme, une protéine, elle a un site actif. Elle a des sites de liaison, des sites qu'elle présente. Les sites, ils peuvent être cachés. Maintenant, il y aura une difficulté d'établir cette liaison. Cette difficulté de liaison due à la présence de molécules qui cachent le site de liaison est appelée encombrement stérique. C'est-à-dire que la constitution même du site actif, la constitution même du site de liaison va cacher ce site de liaison et l'encombrer. On appelle ça l'encombrement stérique. Ils nous disent que les bases, les différentes bases, chaque paire de bases, je veux dire, maintenant, C avec G ici, ou C avec G en bas, ou C avec G en haut, ce sera le même encombrement stérique, justement parce que c'est les mêmes bases qui vont interagir. D'accord? C'est la capacité de la structure d'une molécule, ou d'un ensemble de molécules, à cacher les lieux de liaison, les sites de liaison. Donc voilà l'antiparallélisme. Ici c'est une extrémité 5' portée par le phosphore. Ici c'est l'extrémité 3' portée par l'ose. Et là il y aura un antiparallélisme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un 5' parallèle à l'autre 5', j'aurai un 3' de l'ose. Et ici, dans l'autre terminaison, un 5' du phosphore. Je dirais que les deux brins sont antiparallèles. Khabala aux zarqa. D'accord? Quel drapeau possède une couleur verte et une couleur bleue? Le drapeau de quel pays possède du bleu et du vert? Très bien, le Brésil, en plus du jaune. Voilà. Le Brésil. Ou bien, encore, quel drapeau possède du vert et du bleu? Non? Maldives? Je sais pas. Aucune idée. On va garder le Brésil. D'accord? Djibouti. Richard, vous connaissez le drapeau du Djibouti? Vous êtes sûr? Vous êtes allé au Djibouti? Pardon? Du Djibouti. Ils vont mettre dans leur drapeau. Voici notre drapeau. Il contient du vert et du bleu. Ben, c'est bien. Donc elle était à Abu Dhabi, elle a rencontré le Djiboutien. Le Djiboutien il est parti au Canada et elle est venue en Algérie. Vous êtes algérienne? Ah ben c'est bien, c'est déjà une... Allez, on continue. Donc les Djibouti c'est bleu et... Je vais chercher le Djibouti. Non? C'est une? Voilà, le bleu et le vert. Mais c'est un bleu, c'est pas le bleu d'ailleurs. C'est un bleu... Voilà. Oui. Bon, on continue. Hein. Après, on fera de la géographie, si vous voulez. Au final, on a une structure régulière, d'accord? Un encombrement constant, on l'a déjà dit. Structure hélicoïdale, les deux brins de l'ADN. Donc, quatrième caractéristique, les deux brins d'ADN vont former une hélice, une halazone, d'accord? Ils vont s'enrouler autour d'un axe central imaginaire. C'est-à-dire que voilà, j'ai une molécule, les deux molécules d'ADN,
les deux brins d'ADN, ils ne vont pas se disposer comme ça. Il y aura un parallélisme, mais ce parallélisme ne va pas être réalisé dans le même plan. Il va être réalisé dans l'espace. C'est-à-dire que le premier brin ne va pas prendre une constitution linéaire rectiligne. Il va être tordu pour constituer une hélice. Ça, c'est le premier brin. D'accord? Comme un ressort. Ça, c'est le deuxième brin. Il va être complémentaire. Donc, il y aura... C'est très moche, je sais. À faire avec. Donc, il y aura une structure en hélice. Et les liaisons entre les bases se feront dans le même plan. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. On continue. S'enroule autour d'un axe central imaginaire, forme une échelle. Pourquoi il forme une échelle? Qui peut me dire pourquoi? L'échelle, elle est formée pourquoi? Dites-moi les pieds de cette... Pas les pieds, comment on appelle ça? Les marches de cette échelle, elles sont constituées par quoi? Très bien, par les liaisons entre les bases. Et c'est ça ce qui nous montre que les liaisons entre les différentes bases sont formées dans le même plan, c'est-à-dire que j'aurai des marches d'une échelle. Très bien. Haya. Très bien, forme une échelle. Barreaux. C'est quoi les barreaux de l'échelle? Ils sont formés par la paire de bases complémentaires, hydrophobes dans les régions internes de l'édifice moléculaire. Donc ils sont hydrophobes, ils vont aller tous les deux. Elles vont toutes les deux aller vers l'intérieur et constituer les différentes marches, ou là les barreaux, sinon les barreaux. Les montants formés par l'enchaînement des désoxyriboses phosphates hydrophiles, acides orientés vers l'extérieur de l'édifice moléculaire, squelette ribose phosphate. Donc le squelette ribose phosphate, il va constituer un peu les pieds ou les deux montants de l'échelle, les barreaux. Donc ça c'est le ribose phosphate et ça c'est les bases. D'accord? Le tout va prendre une structure en hélice comme ça. D'accord? On a une structure en double hélice. James Watson et Francis Crick. Watson et Crick en 1953. Ils ont eu un prix Nobel. Oui? Oui, en 62, ils ont eu un prix Nobel pour leurs travaux. Watson et Crick. Voilà. La majorité des prix Nobel, les années où l'on a connu le plus de prix Nobel, c'était les années entre la fin des années 1800 jusqu'à la fin des années 1900. D'accord? C'est un peu bizarre, hein? Parce que le prix Nobel, il est donné chaque année. On ne peut pas avoir le plus d'années où l'on a connu de prix Nobel. C'est plutôt les prix Nobel les plus célèbres. Les prix Nobel, depuis l'institution du prix Nobel, on en obtient. Mais les prix Nobel qui ont un peu changé notre considération de la science, c'était entre les années 1890 et les années 1990. C'était les prix Nobel les plus marquants de l'histoire. Les prix Nobel de Marie et Pierre Curie, les prix Nobel de Becquerel, les prix Nobel de Einstein. Est-ce qu'Einstein il a eu un prix Nobel? Oui, il a eu un prix Nobel qui lui a été attribué, non, bien sûr, qui lui a été attribué cependant après sa mort, d'accord? Les prix Nobel d'Einstein, le prix Nobel les 20 personnes qui ont travaillé sur la bombe nucléaire avec Einstein, d'accord? De Broglie, Zito. Donc ils ont eu des prix Nobel. Zito, un que nous aimons tous, monsieur Krebs, très bien, monsieur Hans Adolf Krebs. Pasteur, je ne sais pas s'il a eu un prix Nobel. Hein? Je crois que oui. Hein? Qui a travaillé sur la pénicilline? C'est monsieur? Qui peut me dire son nom? C'est lui qui a découvert l'effet de la pénicilline.
Non, c'est pas Pasteur. Aïe. Le problème, c'est que moi-même, j'ai oublié son nom. Alors, on va continuer, Donc, le prix Nobel, c'est important. D'accord? C'est important. Il existe un Algérien qui a eu le prix Nobel, qui vivait en France. Nationalité algérienne avec prix Nobel. Un seul Algérien. D'accord? Alexandre Fleming. Très bien. Très bien, Alexandre Fleming. Monsieur Fleming qui laisse quelques champignons poussés et qui partit en vacances. En revenant, il a retrouvé la fameuse histoire qu'il faut lire, qu'il faut connaître. Parce que la pénicilline, elle a changé le cours de l'histoire. Allez, on continue. Très bien, on a une structure classe. Ils ont eu un prix Nobel, en 1962. Modèle de Watson et Crick, proposé en 1953. Les bases s'apparient par deux. D'accord? Une base avec une base, une base avec une base, la base d'une hélice avec une autre base de l'autre hélice, pour former des paires de bases. Elles sont liées l'une à l'autre par des liaisons hydrogènes, 2 entre le A et le T, 3 entre le C et le G. Entre le A et le T, entre le C et le G, 3. Combien entre le C et le G? 3, très bien. Elles sont liées l'une à l'autre par des liaisons H. Les deux chaînes sont antiparallèles, orientées en sens inverse. Quelle est la fameuse molécule qui contient deux chaînes orientées en sens inverse? Là, qu'on a vu dans le cours des lipides. Oui? L'acide gras synthase, excellent. On avait dit qu'elle était constituée d'un homodimère constitué de 2 monomères disposés en tête bêche. Voilà, il faut relier les informations dans votre esprit pour les garder. Le pas de l'hélice dispense pour un tour de spire. Attention, un tour de spire, ماشي من base le base. Un tour de spire. Voilà. Il est égal à 3,4 nanomètres. 3,4 nanomètres. Là, ces informations, il faut les retenir. D'accord? C'est des QCM hypertombables. Il y a donc 10 paires de bases en moyenne par tour de spire. Donc, on dit 3,4 nanomètres. D'accord? J'ai 3,4 nanomètres, j'ai 10 paires de bases. Ah, le tour de spire. C'est... Pardon, qui peut me dire pourquoi le tour de... Ça, c'est le tour de spire. D'accord? C'est 3,4 nanomètres. Pourquoi c'est ça le tour de spire? Pourquoi ce n'est pas ça? Est-ce que vous arrivez à voir? On va agrandir un peu. Pourquoi le tour de spire c'est ça? Maintenant, là. De là à là. Pourquoi ce n'est pas ça? Ça c'est quoi? D'ici à ici. Ça c'est le demi-tour de spire. Parce que de là, cette fibre elle va venir ici, elle va aller en arrière. Elle va redevenir en avant. Alors j'ai commencé en avant, je dois revenir en avant pour compter un tour. D'accord? La tour T est 3' qui est en avant. D'accord? Donc je dois récupérer la 3' en avant pour dire que c'est un tour. D'accord? C'est un demi-tour. Un demi-tour de spire. Ouais. La structure est dynamique et flexible. La position des bases par rapport au désoxyribose peut être soit du même côté de la molécule, la position est des signes, soit éloignée, position anti. Ces variations spatiales peuvent générer différentes conformations d'ADN. Le bêta-ADN, plus exceptionnellement le Z-ADN. Donc le B-ADN, le A-ADN, le Z-ADN. On a la position des bases par rapport au désoxyribose. Les bases par rapport au désoxyribose peut être soit du même côté de la molécule, soit éloigné. D'accord? Sinon, je ne sais pas si on a une représentation. On n'en a pas. C'est pas important. On va lire et on va comprendre. Le BADN. Le pas de l'hélice est à droite. D'accord?
Ah, mais pardon. On a le pas de l'hélice. Le pas de l'hélice, c'est la distance pour un tour de spire, 3,4 nanomètres. Il y a donc 10 paires de bases en moyenne par tour de spire. Le diamètre de l'hélice est de 2 nanomètres, c'est important, le diamètre. Alors, c'est toujours dans le modèle de Watson écrit. Le squelette central est hydrophobe, l'extérieur est hydrophile. Ça, j'oriente ce qui est hydrophile, et à l'intérieur, tout ce qui est hydrophobe, les bases azotées. D'accord? Donc, le pas taille, il peut être à droite. C'est quoi le pas de l'hélice? C'est la distance pour faire un tour. À côté, le pas, il est où? Il est le bêta, il est à droite. Donc, le pas, il peut être à droite, il peut être à gauche, selon l'orientation taille. C'est un pas qui est à droite. Je ne sais pas bon, s'il est à droite ou s'il faut le tourner, mais si c'est un bêta ADN, il est à droite. À droite, écoutez vous. Ça, c'est le pas. 1, 2. Donc, le pas, il est toujours à droite. Le pas de l'hélice est à droite. 10 paires de bases par tour de spire. C'est celui-là, c'est celui dont on vient de parler. Le diamètre est de 2,4 nanomètres. Base purique et pyrimidie, conformation anti. Les bases sont éloignées des désoxyriboses. Donc les bases peuvent être rapprochées et éloignées. Donc ils sont éloignés et c'est cet éloignement qui fait que le diamètre est plus important. Il est de 2,4 nanomètres. D'accord? La spirale est régulière. Plan des os perpendiculaire à celui des bases. Le plan des os, c'est quoi le plan des os? Le plan des os, c'est ce plan-là. C'est ce plan-là. Ça, c'est le plan des os. D'accord? Donc, le plan des os, il sera parallèle à celui des bases. Ça, c'est le plan des bases. D'accord? Ça, c'est le plan des os. Le plan des bases est perpendiculaire à celui des os. D'accord? Allez, on continue. Le plan des bases est perpendiculaire à l'axe de l'hélice. Bien sûr, puisqu'on a appelé l'axe de l'hélice, il sera parallèle aux deux hélices. L'axe de l'hélice, il est parallèle. Ça ou là. L'axe de l'hélice, il passe où? L'hélice l'axe. C'est ça l'axe de l'hélice. Donc en 2 dimensions, il passera ici, l'axe de l'hélice. Donc il est parallèle aux 2 brins. Et il est perpendiculaire au plan des bases. D'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour les bancs? Vous? Le foulard, vous, oui. Je vous appelle comme Madame Yahi. Vous. Non, pas vous, avec le foulard violet. Oui, vous sortez. Si. Oui, Madame Yahi, elle est toujours là. Oui. Elle m'a adoré, docteur Yahi. J'étais son chouchou. Allez. Ces variations spatiales. Bon, là, plan des bases perpendiculaires à celui de l'hélice. Le ZADN. Le pas de l'hélice, il est à gauche, pas à droite. Il est à gauche. Elle est moins torsadée que le bêta-ADN. C'est-à-dire que les angles de rotation sont moins importants. D'accord? C'est comme lorsque vous prenez un ressort et que vous l'étirez. Je vais garder cette forme. Donc elle est moins torsadée. D'accord? Il faut plus d'hélices pour former le pas. Ah, donc si elle est moins torsadée, c'est-à-dire que le pas sera plus long. Qui est plus torsadé entre ces deux? Si je vous dessine une molécule comme ça, je ne sais pas comment on dessine ça, c'est une molécule. Et ça, qui est plus torsadée? C'est celle-là. Parce qu'elle est plus torsadée, tout simplement. Parce qu'il y a plus de torsion que l'autre. D'accord? Donc elle sera moins torsadée. Puisqu'elle sera moins torsadée, le pas sera plus lent pour arriver d'une spire
à une autre spire, le pas sera plus long. Il est de 12 paires de bases. Le pas de l'hélice est supérieur à 4,7 et il est supérieur, il est égal à 4,76 nanomètres. Le diamètre est inférieur, il est de 1,8, donc l'autre elle était 2 ou bêta 2,5, elle est égale à 1,8. Présent dans les ondes ADN où il existe une alternance de CG, 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 dans lesquelles G est en position sin et C en position anti-éméthylée. L'ADN a un aspect de zigzag. Quelles sont les fonctions du Z-ADN? Il est moins stable que le bêta-ADN, que le B-ADN. Les gènes méthylés ne sont pas exprimés. Donc, lorsque j'ai une base méthylée, la base méthylée n'est pas exprimée. La base méthylée n'est pas exprimée. La base méthylée n'est pas exprimée. Donc, elle va appartenir, si je réalise une transcription de cet ADN, les bases méthylées feront, qu'est-ce qu'elles feront partie des introns, d'accord? Elles ne seront pas exprimées génétiquement. Elles ne seront pas exprimées génétiquement, elles ne portent pas d'informations génétiques. D'accord? C'est quoi l'intérêt? L'intérêt de mettre des bases non exprimées en plein ADN. C'est quoi l'intérêt d'avoir des introns? On va voir les introns et les exons. Mais dès maintenant, les Z sont moins stables et les gènes méthylés ne sont pas exprimés. Quel est l'intérêt d'avoir des gènes non exprimés en plein ADN? Qui peut me dire? Non, ils sont non exprimés, du tout. Qui peut me dire quel est l'intérêt d'avoir des gènes non exprimés? Deux? Je vais avoir les dents noires, pelletées. Oui? Ben, je ne vous écoute pas. Je n'arrive pas à vous entendre. Allez-y, élevez la voix et reprenez ce que vous venez de dire. C'est bien de parler avec le R. La longue terme? La longueur terme? Non. Le but est de protéger le gène contre les mutations. Je vais diminuer la concentration des gènes dans l'ADN. Donc au lieu d'avoir de l'ADN qui contient que des gènes exprimés, je vais éparpiller les gènes dans des bases qui ne sont pas exprimées. Les mutations, elles sont spontanées, d'accord? Elles peuvent toucher n'importe quelle partie de l'ADN. Donc en injectant des parties, des bases qui ne sont pas exprimées en plein milieu d'ADN, j'aurai plus de chances d'avoir ces parties-là qui sont touchées par les mutations. Donc je vais protéger mon ADN des mutations. D'accord? Parce que je préfère qu'un gène qui est non exprimé, qu'il soit touché au lieu d'avoir une mutation qui touche le gène exprimé. Donc le but c'est de protéger l'ADN. Protéger les gènes exprimables. D'accord? راحت اللي تقول سي ما كاش هم. Que ce soit dans le B-ADN ou dans le Z-ADN, la torsion de l'ADN définit deux sillons. Un grand sillon, un petit sillon. C'est pas important. L'ADN des êtres vivants. Ah, c'est bizarre. Hein? Est-ce que des êtres qui ne sont pas vivants possèdent de l'ADN? Eh? Donnez-nous un exemple. Les archéologues, eh? Des fossiles. Ils ont l'ADN. Mais les fossiles, c'était des êtres vivants. Ben non. Ils étaient vivants. Donc, ça, c'est un ADN qualitativement appartenant à des êtres vivants. Non. Les virus, oui. Les virus sont des molécules acaryotes. Ce ne sont ni des eucaryotes ni des procaryotes. On dirait que les virus ne sont pas des êtres vivants. En fait, les scientifiques sont aujourd'hui un peu dans l'embarras. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut classer. Les virus parmi les êtres vivants ou pas. On ne sait pas. On essaye de classer. Vivant, pas vivant, vivant, pas vivant. Pour l'instant, ce n'est pas vivant le virus. Et il y a des virus à ADN. Est-ce que ça existe les virus à ADN? Ça existe. Donnez-moi un exemple. Les adénovirus. Hein? Les hépatnaviridés. Les hépatnaviridés comme l'hépatite B, oui. C'est un hépatnaviridé. Donc c'est des virus à ADN, ils portent l'ADN. Et ce n'est pas un être vivant. Différence entre les eucaryotes et les procaryotes. L'ADN est isolé des eucaryotes
Bon, l'ADN isolé, les eucaryotes, ou non isolé, les prokaryotes, du cytoplasme par une membrane nucléaire. Cette phrase, elle n'est pas jolie. Hein. Donc, j'ai deux types d'ADN. Un ADN libre dans le cytosol et un ADN emprisonné dans le noyau. L'ADN chez les eucaryotes est emprisonné dans le noyau. L'ADN chez les eucaryotes est emprisonné dans un noyau. L'ADN chez les bactéries est libre dans le cytoplasme. Quelle est la différence entre les deux? Reprenez. L'ADN des eucaryotes, l'ADN des eucaryotes. Les eucaryotes, vous, votre voisine, votre autre voisine, d'accord? Le mollusque, le chien, le chat, le chimpanzé, le cochon, ce que vous avez en commun, c'est que vos noyaux contiennent de l'ADN. Par contre, les bactéries, Escherichia coli, donnez-moi une bactérie que vous aimez. Ta bactérie? Non. D'accord. Donnez-moi une bactérie. Le nom d'une bactérie. Une bactérie. Anam? Vous n'êtes pas sûr? Mais اسمها أعطيني معليش. Mycobacterium tuberculosis. Bravo, c'est une bactérie. Ah, vous avez choisi une bactérie un peu. Allez, c'est un mycoplasme parce que. Les bactéries, elles ont un ADN qui est libre dans le cytoplasme. Donc l'ADN des bactéries est libre dans le cytoplasme. L'ADN des cellules eucaryotes est emprisonné dans un noyau. Vous reprenez, quelle est la différence entre les deux ADN? L'ADN des eucaryotes est emprisonné dans un noyau. L'ADN des prokaryotes est libre dans le cytoplasme. Vous reprenez. Il est libre dans le cytoplasme. Je connais, Iban. Ben mieux, oui, d'accord. Le cytoplasme, oui, d'accord, Iban. Vous n'avez pas utilisé leur terme, que chacun s'exprime comme il veut. D'accord, désolé. Donc il baigne dans le cytoplasme, tandis que l'autre il ne baigne pas, il préfère être emprisonné dans le noyau. D'accord? C'est très important. Plusieurs molécules qu'on appelle chromosomes dans les cellules eucaryotes, une seule molécule chez les virus et les bactéries, les prokaryotes. Mais c'est faux, hein? Les virus ne sont pas des prokaryotes, d'accord? Les virus sont des eucaryotes pour l'instant. Donc les bactéries ont une seule molécule d'ADN. L'être humain, les eucaryotes ont plusieurs molécules. Les molécules, les chromosomes. Comment on les appelle? Chromosomes. Pourquoi on les appelle chromosomes? Parce qu'on a pu les mettre en évidence après coloration. Donc ils sont chromatiques, ils sont coloriables. D'accord? Donc on les a appelés chromosomes. Zome. Corps, chromo, coloration. C'est des corps coloriables. Chromatiques. Tout ça, c'est des généralités qu'on doit connaître et connaissons et connaîtra depuis le lycée. Nombre de nucléotides, des milliards répartis sur plusieurs molécules, eucaryotes, des milliers dans les cellules prokaryotes. Donc j'ai des milliards de nucléotides chez les eucaryotes et des milliers chez les prokaryotes. Qui peut me dire pourquoi? Chez les eucaryotes, j'ai des milliards de nucléotides. Chez les prokaryotes, je n'ai que des milliers de nucléotides. Why? Très bien. C'est excellent ce que vous venez de dire. Il y a une petite information qui manque. Essayez de la compléter. Est-ce que le foie travaille comme le cerveau? Donc le foie, la cellule hépatocytaire, l'hépatocyte, considéré isolément, c'est aussi un être unicellulaire, l'hépatocyte, ou le neurone. Mais, continuez, il faut que vous disiez une phrase.
Mais dans un organisme eucaryote, toutes les cellules portent le même génome, qui est celui qui appartient à cet organisme. Donc, il faut savoir que malgré la différence des cellules au niveau d'un même organisme, toutes ces cellules vont porter le même programme génétique. Donc, le programme génétique d'une cellule eucaryote, elle va porter le programme génétique de la cellule cérébrale, de la cellule hépatique, de la cellule sexuelle, de la cellule du cœur, de la cellule du poumon, d'accord? Donc, un programme génétique chargé, et selon le type de protéines qu'elle va exprimer, selon le type de gène qu'elle va exprimer, elle va sécréter ou la synthétiser différentes protéines, elle va avoir une forme qui est spécifique à elle. Mais le plus important, c'est que la cellule prokaryote, c'est une cellule unicellulaire, c'est une cellule dont le métabolisme, dont les protéines synthétisées, dont les enzymes synthétisées, dont les différentes voies métaboliques, dont la durée de vie ne dépend que de elle-même. Elle ne vit que pour elle, elle ne réalise que les fonctions pour elle. Tandis que la cellule eucaryote porte un programme génétique plus chargé parce qu'elle a plus de protéines à synthétiser, parce qu'elle a plus de fonctions à réaliser et surtout parce qu'elle vit au niveau d'un organisme multicellulaire et donc elle va porter son gène à lui et le gène des autres cellules qui vivent en communauté avec elle. D'accord? D'accord? Donc c'est pour cela qu'elle va porter des milliards de nucléotides parce qu'elle est en train de porter les nucléotides qui sont responsables de ces gènes mais aussi des gènes exprimés par les autres cellules qui vivent dans le même organisme. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Tout va bon? Sûr? Très bien. Et vous? C'est clair? Sûr? Très bien. Si ce n'est pas clair, vous me dites, hein, pour que je reprenne. Donc, quand je fais des points de différence entre les eucaryotes et les prokaryotes, donc quand je fais les similitudes, structure commune, enchaînement de nucléotides. Les deux ADN sont constitués de nucléotides. Vous pouvez, hein, elle peut regarder, parce que c'est loin, parce qu'elle préfère regarder de plus près. Oui. Donc il suffit juste de zoomer un peu. Donc voilà, c'est bien de s'entraider entre eucaryotes. Bicaténaire, sauf pour quelques virus, donc en général, la structure de l'ADN est bicaténaire, sauf dans... Oui, si vous pouvez. sauf chez certains virus où il y a un ADN monocaténaire, une seule chaîne d'ADN. Séquence de base caractéristique de chaque molécule d'ADN. Donc chaque molécule d'ADN a une séquence de base azotée caractéristique qui va définir la séquence des acides aminés, constituant la protéine dont elle est responsable. On va voir de l'ADN très spécial, très spécifique, qui s'appelle l'ADN mitochondrial. C'est quoi l'ADN mitochondrial? C'est un ADN qu'on retrouve au niveau de la mitochondrie. Il est constitué de deux brins. Il est circulaire, mais chez hélicoïdal. Il est circulaire, c'est important. Il code pour les différents ARN nécessaires à la synthèse des protéines de la chaîne respiratoire. Donnez-moi une protéine de la chaîne respiratoire, s'il vous plaît. Une seule. T'es chaud. Je vous en supplie. Une protéine de la chaîne respiratoire, vous. Essayez. Cytochrome, c'est bravo, Zédo. Complexe? Incomplexe. Incomplexe. Complexe 1, bravo. Nous donnons une protéine de la chaîne respiratoire. Vous. Complexe 4, bravo. C'est quoi la fonction de la complexe 4? Essayez de vous. C'est de réduire le O, le 2O- en H2O. D'accord? C'est le dernier receveur. Donc les protéines mitochondriales, les protéines de la chaîne respiratoire sont codées par de l'ADN qui est dit ADN mitochondrial. C'est-à-dire que l'ADN, que la mitochondrie est chatra, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va elle-même porter l'ADN qui, une fois transcrit, donnera les protéines de sa chaîne respiratoire. D'accord? Il possède un code génétique mitochondrial légèrement différent du code nucléaire. Donc le code génétique mitochondrial, il est un peu différent du
code nucléaire, l'hérédité est cytoplasmique et maternelle. Où je m'attends l'hérédité est cytoplasmique? C'est une hérédité portée par un génome non contenu dans le noyau. Il est contenu dans le cytoplasme. Pourquoi? Parce que la mitochondrie est un organite. Et les organites, par définition, c'est des constituants du cytoplasme. Parce que le cytoplasme, il est égal à organite plus cyanoplasme. Donc c'est une hérédité cytoplasmique qui s'oppose à l'hérédité nucléaire. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous comprenez? Je sens que vous ne comprenez pas et ça me met mal à l'aise. Qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire? Aïtou. Chouïa. Essayez de vous concentrer, s'il vous plaît. Courage, courage. Donc, je reprends. Là, comment ça s'appelle? C'est une hérédité. C'est une hérédité qui ne dépend pas du noyau. Elle ne dépend pas du noyau, elle dépend du cytoplasme. Pourquoi elle dépend du cytoplasme? Parce qu'elle est située dans la mitochondrie. C'est de l'ADN qui est situé dans la mitochondrie. Où la mitochondrie est un constituant du cytoplasme. Le cytoplasme n'est pas contenu dans le noyau. Donc ce n'est pas une hérédité nucléaire, c'est une hérédité cytoplasmique. D'accord? Très bien. L'embryon hérite de l'ADN mitochondrial du cytoplasme de l'ovule. Du cytoplasme de l'ovule. Comment il s'appelle l'autre? Le spermatozoïde. Le spermatozoïde ne donne pas de mitochondrie à l'œuf fécondé, un nouvel œuf. C'est l'ovule qui va en donner. Donc on va hériter des gènes mitochondriaux de nos mamans. De nos mamans seulement. D'accord? L'hérédité mitochondriale est une hérédité purement maternelle. Donc les maladies mitochondriales sont transmises par la mère. Elles ne sont pas transmises par le père, justement parce que le père ne peut pas donner de mitochondrie à son petit enfant, à son enfant. D'accord? Il n'y a que la maman qui puisse transmettre l'ADN mitochondrial, parce qu'il n'y a que la maman qui puisse transmettre les mitochondries dans la nouvelle cellule formée qui est le zygote. Où la nouvelle cellule formée. D'accord? Oui. Ah, c'est vous qui allez me répondre. La mitochondrie est en division continue. D'accord? Donc, la mitochondrie, elle donnera naissance à de nouvelles mitochondries. Oui, une division. Une réplication, oui, normalement, oui. Encore des questions? On continue. Très bien. Donc le zygote, le fœtus, l'embryon ne va porter que des mitochondries de sa maman qu'il va commencer à multiplier et que la cellule va continuer à produire. Très bien. Donc les maladies portées par les mitochondries sont des maladies transmises par la maman seulement. Le spermatozoïde féconde une cellule qui est dite, comment on appelle la cellule fécondée par le spermatozoïde? C'est incomplet. Excellent. Ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Je n'oublierai jamais ce terme. Il a été tellement répété par professeur Bouaziz quand on était en première année. Ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Ovocyte 2 bloqué en métaphase 2. Je regrette ma première année. Je veux réétudier ma première année. Heureusement que vous êtes là pour que nous révisions ensemble. L'ADN des êtres vivants. l'ADN des êtres vivants. l'ADN des êtres vivants. Donc on avance. Ils se sont trompés. Similitude. Séquence de base caractéristique. Oui, tant mieux. Allez, propriété de l'ADN. Propriété de l'ADN. La solubilité. Ça va, on avance, hein. C'est pas très difficile comme cours. Oula, on n'est pas encore arrivé aux parties compliquées. C'est pas compliqué, c'est juste... Barbon. Ouais.
Pour l'instant, c'est facile. ADN, ARN, acide nucléique, nucléoside, nucléotide, il n'y a rien de spécial. Comparé à la PFK2 et la régulation de la PFK1, hein, ça c'était du dur. C'est la partie la plus dure dans la biochimie de première année. Si vous arrivez à garder ça en tête, bah, vous êtes des champions. Quel schéma? Glycolyse. Dans la régulation de la glycolyse. Vous l'avez en tête? Eh. Oui. Il faut le garder en tête. Quand il va vous servir toute votre vie professionnelle. Inch'Allah. Ah, les propriétés de l'ADN, la solubilité. L'ADN devient un sel d'acide en milieu aqueux et ainsi soluble. Il précipite en présence d'éthanol et d'une forte concentration saline. Cette propriété permet sa purification. Donc, je peux prendre la molécule d'ADN, quand je la mets dans un liquide aqueux, elle va être solubilisée. Je peux la faire précipiter, soit avec de l'éthanol, soit avec une forte concentration saline. D'accord? Pour la récupérer en bas. Qui met le Ferrara? Ferrara, c'est des protéines. Je peux avoir une Ferrara d'acide nucléique. L'absorption UV. L'absorption UV, on l'a déjà vu où? Les acides aminés. On avait dit que les acides aminés absorbaient à excellent, 220, sauf là tryptophane, surtout les aromatiques, surtout la tryptophane qui est absorbée à bravo, voilà, chatrat. Voyez Richard, elle maîtrise, hein? Voilà. Les nucléotides absorbent dans les UV à 260. Donc les nucléotides peuvent absorber à 260 nanomètres. À 260. C'est une caractéristique très importante. Elle va me permettre d'étudier. Si vous vous souvenez, vous avez vu cette notion en terminale. On vous avait mis des ARNT. On les a dosés grâce à l'absorption dans la lumière. Est-ce que vous vous en souvenez? Vous avez oublié. Je crois qu'il y en a. J'ai oublié. Je crois que j'ai un livre de 3e année. J'en ai pas. Non. J'en ai pas. Publication en livre, photo, examen théorique, livre 4e année à copier, nouveau dossier. Il n'y a pas. J'avais. Bon, c'est pas important. L'essentiel, je crois qu'il y avait ça. Et voilà, là j'ai une jolie citation, je vais vous la lire. Est-ce que vous connaissez Ibn Ata'Allah? Qui le connaît? C'est un des plus grands savants musulmans. D'accord? Ibn Ata'Allah Sikandari. D'accord? Il a écrit un livre sur le Hikam al-Ata'iyya, les sagesses sublimes, qui a été expliqué par le Bouti. Il a même écrit un livre sur le Hikam al-Ata'iyya. Donc il y a plusieurs sagesses, c'est des sagesses qu'il a écrites et qu'on a commentées. Bon, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'explications pour pouvoir les expliquer. Ces paroles sont très courtes, mais elles contiennent beaucoup de sagesse. J'avais pris deux citations, deux sagesses, la 38 et la 39. La 38, il dit من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا إذ ليس التواضع إلا عن رفعة فمتى أثبت لنفسك تواضعا فأنت المتكبر. معناتها la personne qui pense qu'elle est modeste, c'est la personne la plus orgueilleuse. Parce qu'on n'exerce pas la modestie en en ayant conscience. On exerce la modestie en se croyant inférieur ou égal aux autres êtres. C'est comme cela qu'on se croit modeste. Mais si on fait l'acte et ayant en tête la modestie, c'est-à-dire que j'exerce la modestie, cela veut dire que je suis orgueilleux. Si nous pensons que nous sommes modestes, c'est-à-dire que nous pensons que nous sommes en train de descendre notre être. Et c'est ça l'orgueil. C'est-à-dire que notre être, dans nos têtes, dans nos pensées, est supérieur à ce que nous faisons. Et donc c'est ça la vraie orgueil. C'est très profond ce qu'il dit. La 39, ah non, c'est pas 39, c'est la 238, 239.
ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع. Celui qui est modeste ne se voit pas au-dessus de ce qu'il fait, mais se voit au-dessous de ce qu'il fait. D'accord? C'est ça la modestie. Et pour expliquer ces quelques citations, il faut des pages et des pages de grands autres savants. On n'a pas trouvé le livre de sciences, mais on a trouvé quelque chose qui nous a servi quand même. Ça vous plaît, Richard? Tant mieux. Ah, donc ils absorbent à combien? À 260, les acides nucléiques. L'ADN plutôt. L'ADN absorbe moins que ne le fait les nucléotides libres en même quantité. On qualifie ce phénomène d'hypochrome. Donc si je prends 10 ou 20 molécules de nucléotides, d'accord, 20 molécules de nucléotides, 20 nucléotides, je les mets dans un tube à essai, d'accord, je leur projette du 260 nanomètres, je remarque qu'ils absorbent une certaine quantité d'absorption. Si je prends une chaîne d'ADN qui contient 10 molécules liées l'une avec l'autre, c'est-à-dire que je prends 2 brins d'ADN prêtes à porter, d'accord, des brins d'ADN fixés les unes aux autres, elles vont absorber moins. On appelle ça le phénomène hypochrome. Le phénomène hypochrome, c'est-à-dire que la liaison des nucléotides les unes avec les autres va diminuer leur capacité d'absorption de lumière. D'accord? Donc si je prends 20 molécules de nucléotides, je les mets et je les fais absorber. Ils vont absorber une quantité de lumière. D'accord? Si je les lie dans une molécule d'ADN, c'est-à-dire que je vais former une chaîne d'ADN constituée de 20 nucléotides, le même nombre de nucléotides, je vais remarquer qu'il y aura une absorption moins importante. D'accord? C'est une des caractéristiques. C'est-à-dire, quelle est la caractéristique? Les nucléotides liés absorbent moins que les nucléotides liés. Les nucléotides liés, c'est quoi? C'est l'ADN. Les nucléotides liés, c'est les nucléotides liés. Reprenez, les nucléotides liés absorbent moins que les nucléotides liés. Moins que les nucléotides liés. Donc, quand les nucléotides libres absorbent plus que les nucléotides liés. Les nucléotides libres absorbent plus que l'ADN pour une même longueur, pour le même nombre de nucléotides. Vous comprenez? Désolé, vous allez sortir avec plein d'informations. Allez-y. Bien. À combien? La longueur d'onde d'absorption de l'ADN. À 200. Très bien. Reprenez. Très bien. À 260. Reprenez. Reprenez. Oui. Oui. Non. Les nucléotides sous forme de monomère, les nucléotides libres absorbent plus que les nucléotides liés sous forme d'ADN. Donc les nucléotides libres absorbent plus. Quand je les rassemble en ADN, ça diminue leur capacité d'absorption. Reprenez. Ouais. Allez-y. Non, les nucléotides libres absorbent plus que les... Ah, liés libres. Oui, allez-y. Ah oui. Très bien. Bravo. Allez, on continue. C'est le phénomène hypochrome. La dénaturation thermique. La dénaturation thermique correspond au fait que les 2 brins de l'hélice se dissocient par l'action de la chaleur. Donc, les 2 brins de l'hélice, ils sont liés par quoi? Ils sont liés par quoi, les 2 hélices? Donc, quand je leur mets de la chaleur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire disparaître les liaisons hydrogènes et donc j'aurai des hélices libres. Très bien, des chaînes libres.
La température de fusion, Tm, température de fusion, est la température à laquelle la molécule d'ADN est à moitié désappareillée. Est à moitié désappareillée. La température de fusion. C'est quoi la température de fusion? J'ai une hélice comme ça. Il n'y a pas un moyen de dessiner une hélice. Je ne sais pas, un hakka. Un hakka. Un hakka. Bof. Bon. Raté. Une hélice. Bon. On va essayer. Cette fois, elle va être jolie. Donc, on dit une hélice. Ça, c'est l'hélice. Elle est pire que les autres. Je vais lui exercer de la température. Je vais la mettre sous température. La température pour laquelle l'hélice, elle est à moitié désappareillée. Maintenant, en mettant de la température, je vais commencer à séparer les deux hélices, les deux chaînes, les deux bras l'un de l'autre. Donc la température pour laquelle l'hélice est à moitié désappareillée, je l'appelle température de fusion, Tm. D'accord? D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Elle dépend de la longueur de la molécule d'ADN, de la richesse en paire de bases CG. Pourquoi la richesse en CG? Très bien. Donc plus j'ai de molécules CG, plus la température de fusion est augmentée. Très bien, élevée. Bravo. Le Tm humain est de 86 degrés. C'est quand même pas peu, hein? C'est élevé, 86 degrés. Et la dénaturation complète s'exerce à 95 degrés. Vous voyez, il serait juste invraisemblable de dire que la température, c'est comme T1,5, c'est le temps pour lequel la moitié de la réaction sera réalisée. Attention, attention, attention. La température pour la dissociation complète n'est pas égale à 86 fois 2. 86 fois 2, qu'est-ce qui se passe? Un cafard. Quoi? Une boîte de jus vous a fait peur. C'est pas grave. Faut pas avoir peur. Ni des boîtes de jus, ni des cafards. Donc à 86 degrés, la moitié de la molécule va se dissocier. La moitié va se dissocier à 86. Je ne vais pas dire que la température nécessaire à la dissociation de toute la molécule est égale à 172. 86 fois 2. Non! Il me suffit d'augmenter juste encore, juste un peu, la température pour que j'ai une dissociation complète. Et c'est pourquoi? Parce que c'est exponentiel, tout simplement. Donc voici le graphique de dissociation. Il sera fait comme ça. Voilà. Voilà. La dissociation, elle va faire... C'est la dissociation complète. Hein? D'accord? Donc, elle va se faire comme ça. Ça, c'est la moitié de dissociation. C'est Tm. Comment ça? C'est la dissociation complète. Dis-le كيما تحبوا تقولوا هكذا معليش هكذا حبيتي c'est moi qui l'ai représenté. L'essentiel c'est exponentiel. D'accord? Donc j'ajoute la température juste un peu, hop, elle va arriver à, là c'est 86. Ou là c'est 95, non? Là c'est 95. D'accord? Pour arriver à la dissociation complète. Il faut faire la différence entre le double de T1,5 ou le temps qui est nécessaire à la dissociation d'une
molécule complète. Donc, il me faut combien de degrés pour dissocier la moitié? 86. Il me faut combien de degrés pour dégrader toute la molécule ou la dissocier toute la molécule? 95. D'accord? La dénaturation est mesurable par la mesure du T1. En effet, la dénaturation augmente l'absorption des rayons UV. Ceci est appelé un effet hypercran. La dénaturation augmente l'absorption. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'un brin, que les deux brins d'ADN séparés absorbent mieux que les deux brins liés sous forme d'hélice. Qu'est-ce que j'ai dit très bien? Allez-y. Excellent. L'ADN, les nucléotides, plus je lis, moins j'absorbe. Que ce soit les nucléotides entre elles pour former un brin, ou les deux brins l'un avec l'autre pour former l'hélice. Plus je lis, moins j'absorbe. C'est l'effet hyperchrome. C'est l'effet hyperchrome. Lorsque je les sépare, ils absorbent plus. Lorsque je les sépare, ils absorbent kiff plus. Je l'ai appelé effet hypochrome parce que la réaction que j'ai réalisée, c'est la réaction de liaison. Et la réaction que j'ai réalisée, c'est une réaction de dissociation. Donc on peut se mettre hypochrome et hyperchrome. Mais c'est le même principe. Plus je lis, moins j'absorbe. Plus je lis, moins j'absorbe. Pour que la renaturation soit parfaite, il faut obtenir le chemin inverse de la courbe de dénaturation. Et donc un refroidissement lent. Je commence à refroidir, jusqu'à ce que les deux chaînes se lient l'une avec l'autre. Lorsque le refroidissement est trop rapide, la réassociation est irréversible. La renaturation est seulement possible pour des petites molécules d'ADN. Les possibilités de renaturation sont utilisées pour faire de l'hybridation moléculaire pour étudier l'ADN humain. C'est quoi la renaturation? J'ai pris des molécules d'ADN, je les ai séparées, d'accord? Je les laisse dans le même milieu et je commence à réaugmenter la température. Elles vont se lier par complémentarité l'une avec l'autre, mais il faut augmenter progressivement la température. Il ne faut pas l'augmenter brutalement parce que si je diminue brutalement la température, il y aura une fixation anarchique. Normalement, j'ai un C en position 5 qui doit se lier avec un G en position 5. Le C en position 5, hop, j'ai très rapidement diminué la température, il va se lier avec un autre G en position 25. Et j'aurai une molécule complètement moche, pas jolie. D'accord? Il n'y aura pas de fixation progressive. Donc plus je diminue progressivement, plus je laisse les conditions physiques ou les caractéristiques physiques de la chaîne d'ADN exercer cette fonction. C'est-à-dire que je vais faire ça. Je vais prendre la molécule TAM, ma molécule d'ADN. Il me faut un PC avec un stylet. Ça existe, le ThinkPad Hadak. Donc, oui. Donc j'ai une molécule que j'ai dénaturée, d'accord? Une molécule que j'ai dénaturée, j'avais deux brins AK séparés. Je commence à diminuer la température progressivement, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se réfixer l'une avec l'autre progressivement. Et j'aurai ça. Elles vont se lier progressivement par complémentarité et chaque partie va reconnaître la partie qui est complémentaire. Ça c'est un G, ça c'est un C, ça c'est un T, ça c'est un A. Mais si je diminue brusquement la température, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai ici un G qui est ici et un C qui est ici, ils vont se lier. Est-ce que ce G est censé se lier à ce C? Non! Ils sont en position complètement différente. J'aurai une chaîne complètement déstructurée. D'accord? Je ne pourrai pas avoir de renaturation normale. Donc pour avoir une renaturation, il faut diminuer progressivement la température pour laisser la molécule elle-même se disposer comme il faut, naturellement. D'accord?
On utilise la renaturation pour l'hybridation. L'hybridation, on va la voir sur les explorations, je crois. Voilà, forme double brin native. Chaleur, abolition des interactions électroniques entre les bases appariées. J'aurai une cassure des liaisons hydrogène. Forme dénaturée, repli aléatoire, solution peu visqueuse. Donc plus j'augmente plus il y a de molécules complexes d'ADN, plus j'augmente les molécules complexes, plus j'ai une viscosité importante. Par contre, quand je les dénature, il y aura des molécules de poids moléculaire plus faible, et donc j'aurai des solutions de moins en moins visqueuses. D'accord? Plus ou la moins les molécules de la solution sont grandes, plus elles sont petites, moins il y a de viscosité. Plus elles sont grandes, plus il y a de la viscosité. L'hydrolyse. L'hydrolyse alcaline, elle ne va être efficace que sur l'ADN simple brin. ADN simple brin, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Elle va casser les nucléotides. Tac, 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 tac. Elle va détacher les nucléotides l'une de l'autre. Elle va libérer les nucléotides en mélangeant les nucléotides 2' monophosphate et 3' monophosphate. D'accord? C'est-à-dire qu'elle va prendre les nucléotides, d'accord? Et elle va casser les liaisons entre les onces et les phosphores. Donc, si elle casse la liaison d'avant, j'aurai un 2' monophosphate, c'est-à-dire que, parce que vous savez que voilà, la nucléotide elle est liée à deux phosphores, un phosphore en haut et un phosphore en bas. Ça, donc elle va casser ces liaisons. Donc elle va garder soit le phosphore d'en haut, soit le phosphore d'en bas. Donc j'aurai des nucléotides 2' monophosphate et 3' monophosphate. Cela dépend du lieu de la cassure. Soit j'ai 2' monophosphate, soit j'ai 3' monophosphate. D'accord. Parce que on avait dit win à la localisation de la fixation de le phosphore. Oui, on avait dit 3 ou 5. Soit c'est cette dénaturation qui va repositionner le phosphore, soit au moment où ils changent la nomenclature, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le 3 et son avoisinant, 2. Je ne sais pas exactement. On va chercher, d'accord? Pourquoi la dénaturation ou la hydrolyse alcaline donne des 2' monophosphates ou des 3' monophosphates, d'accord? Donc ici j'ai une nucléotide, une position 3. On va chercher, on va voir pourquoi il est en position 2, d'accord? 1, 2, 3. Alors, on continue. Hydrolyse acide. On peut le faire sur l'ADN, l'ARN simple brin ou double brin, et on libère les bases azotées. Le traitement acide doit être à chaud. Donc, l'hydrolyse acide, on peut l'exercer sur l'ADN, sur l'ARN, qu'il soit simple brin ou double brin. Et on libère les bases azotées. Il va détacher les bases azotées. Le traitement acide doit être à chaud. Donc on doit élever la température et mettre l'acide. D'accord? Hydrolyse enzymatique. Les enzymes qui coupent les acides nucléiques sont appelées les nucléases. Les nucléases, c'est une dégradation spécifique enzymatique. On a vu les enzymes. Certaines enzymes ont comme substrat les acides nucléiques. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont les dégrader. D'accord? Elles coupent les liaisons phosphodiester uniquement sur les acides nucléiques linéaires. Sur les acides nucléiques linéaires. Où je mets les acides nucléiques linéaires? Un seul brin. Très bien. On distingue deux types de nucléases. Les exonucléases, elles coupent le bout des chaînes sans spécificité de base.
تتحكم l'extrémité et elle coupe. Eh bien c'est faux ce que vous venez de dire. Un seul brin. Non. Parce que les acides nucléiques, il y a plusieurs types. Il y a les linéaires et il y a les circulaires. Donc l'ADN linéaire, c'est l'ADN qui n'est pas circulaire. En double brin ou en simple brin. D'accord? L'ADN linéaire, c'est par opposition à l'ADN cyclique, à l'ADN qui se cyclise, qui se forme en cycle. L'ADN linéaire, c'est un ADN double brin. D'accord? L'ADN linéaire, c'est un ADN double brin. Mais ça, il ne forme pas de cycle, qui est l'ADN mitochondrial. C'est un ADN cyclique. Donc, est-ce que les nucléases peuvent dégrader l'ADN mitochondrial? Non. Mais ça, il peut dégrader des ADN double brin. Linéaire ne veut pas dire simple brin. Linéaire veut dire que l'ADN est une seule ligne qui ne forme pas de cycle. D'accord? Il faut faire la différence entre les deux. Les exonucléases n'ont pas de spécificité de base, ils ont une spécificité de localisation. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent dégrader que les acides, que les bases situées à l'extrémité des molécules. Situées où? À l'extrémité des molécules. Les endonucléases, elles coupent les liaisons internes. On va terminer avec l'ADN, on va voir l'ARN. L'ARN des cellules eucaryotes, toujours. ARN, caractéristique. La base, elle peut être purique ou pyrimidique. Purique, pas de différence avec l'ADN, c'est soit l'adénine ou la guanine. Pyrimidique, là, nous verrons passer la thymine par le uracile. D'accord? Je ne peux pas avoir de thymine dans l'ARN. Je ne peux pas avoir de thymine dans l'ARN, j'ai plutôt de l'uracile. L'os, il est aussi différent. C'est le déribose et non plus le désoxydéribose. D'accord? C'est le déribose qui n'est pas désoxydé, qui n'est pas réduit. La structure, elle est monocaténaire, un seul brin. L'ADN est bicaténaire. L'ARN des eucaryotes est monocaténaire. L'ARN des eucaryotes est monocaténaire. Mais appariement des ARN, je peux avoir un appariement des ARN. Le fait que l'ARN est présent en simple brin n'empêche pas l'appariement des ARN. Les ARN peuvent s'apparier les uns avec les autres. Entre les deux molécules d'ARN distinctes, ARN-M et ARN-T, ou au niveau des régions de repliement au sein d'une même molécule d'ARN. Donc je peux avoir une seule molécule d'ARN et hop, elle va se replier dans une certaine distance puis continuer. Donc je peux avoir des appariements des bases au niveau d'une même molécule. Comme je peux avoir des appariements de différentes molécules d'ARN. D'accord? Mais la structure de base de l'ARN est une structure monocaténaire. D'accord? Quand est-ce que l'ARN-T se lie avec l'ARN-M? Au cours de la traduction, oui, n'ayez pas peur. Au cours de la traduction, c'est l'ARN-T qui ramène l'acide aminé. Comment va-t-il pouvoir reconnaître sa localisation? En se fixant sur l'ARN-M. Donc il peut y avoir une création de liaison entre les ARN-T et les ARN-M. Dans ce cas, ça devient un tout petit peu une liaison entre deux ARN. Et ça, c'est une liaison fonctionnelle, ce n'est pas une liaison structurelle. D'accord? Sachant que même les ARN peuvent avoir une liaison structurelle comme la structure même de l'ARN-T. L'ARN-T, il présente des replis. Dans ces replis, il y a des liaisons entre les bases. C'est une même molécule d'ARN-T. Une molécule d'ARN-T qui va prendre une disposition dans l'espace. Cette représentation, cette conformation, elle peut être réalisée par des liaisons entre le A et le U, entre le C et le G. D'accord? D'accord? Différents types d'ARN, rôle synthèse protéique, l'ARN-M, l'ARN-T, les ARN nucléaires impliqués dans la maturation des ARN-M. Autre fonction. Un ARN-M, il y a les ARN-M ou les ARN-M matures. Les ARN-M matures, c'est quoi? C'est les ARN-M
sans ou là après élimination des intrants. Je n'aurai que les exons. Exons min exit, min sortir. Parce qu'ils vont sortir. Vous connaissez l'exode. L'exode, c'est quoi l'exode? C'est quoi l'exode? La grande exode. C'est quoi l'exode, Richard? C'est la fonction coda. Pas l'exemple, l'exode. Un terme plus. Ah, c'est quand il y a beaucoup de gens Oui, non? qui partent. Ah, oui, bah, l'exode, c'est la migration. Elle est citée où dans? Oui, mais elle est citée où dans l'histoire? Dans la Bible. Ah oui, Dans la Bible. Dans le Torah et dans la Bible aussi. oui. L'exode. Bon. L'exode veut dire de la sortie. Il y a l'exode. L'exode quand la sortie. Aussi des. La sortie d'Adam et Ève du paradis, on n'a pas appelé exode, on l'a appelé la sortie. D'accord? Mais le voyage des Juifs, des Israélites avec Moïse de l'Égypte, on appelait ça la grande exode. D'accord? Nakba. Oui, bon, ça c'est en Palestine, c'est récent. Oui, mais c'est exode. C'est une exode aussi, très bien. C'est la sortie des Palestiniens de leur terre. Très bien. Donc, il y a l'exode des Juifs en voyageant avec Moïse, avec Moussa alayhi salam. Et l'exode à la Nakba, à la Palestinienne, oui, c'est très juste. Il y a aussi l'exode à la RNM, du noyau. Il va s'extérioriser, il va sortir vers le cytoplasme pour être traduit. D'accord? Bon. ARN mature. Autre fonction, amorce, pour la réplication de l'ADN, on va voir, il y aura une petite portion d'ARN qui va constituer une amorce à la réplication. On va voir ça pour la réplication, Inch'Allah. L'ARN 7SL, SRP, signal, SRP, Signal Recognition Particle, responsable du déplacement du ribosome dans le cytoplasme, dans le cytosol. C'est une protéine intracellulaire impliquée dans l'orientation du ribosome vers les endroits. Parce qu'il faut savoir que le cytosol est compartimenté, d'accord? Il est compartimenté. C'est-à-dire que j'ai certains compartiments dans le cytosol grâce à ces molécules de signalisation, justement. C'est pas important. Hein? Je fais oublier la SRP, elle donne au ribosome l'endroit où il faut aller. C'est quoi la SRP? C'est une protéine qui dit au ribosome où il faut aller. D'accord? Les ARN interférents. Ouais. On commence par l'ARNM. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Ça va? Ben suivez. Ouais. L'ARNM. Il représente 2% de la somme des ARN. Son rôle, il copie, ou là c'est une copie d'une séquence d'ADN. C'est une copie d'une séquence d'ADN contenant l'information pour la synthèse d'une seule protéine. Une seule ARNM, une seule protéine. Une seule ARNM, une seule protéine. Plus encore, ou le mieux encore, une seule ARNM, une seule chaîne protéique. Une seule chaîne protéique. Jusqu'à un codon stop. Hein? Très bien. Transférer l'information du noyau au cytoplasme. Donc c'est un moyen d'exprimer l'information nucléaire au niveau du cytosol. Au niveau du cytosol. La structure de l'ARNM, il est synthétisé dans le noyau. Transcrit primaire, taille très variable, ARN nucléaire hétérogène, ARN-NH. Donc il faut savoir qu'il y a un transcrit primaire, puis qu'il y aura une maturation dans le cytoplasme. Ça, je ne suis pas très d'accord. Hein. On vous a dit qu'il mature dans le cytoplasme. Qu'est-ce qu'on vous a dit dans le cours à propos de la maturation? Le siège de la maturation. Elle est nucléaire ou bien cytosolique? Normalement, il sort mature. Hein. D'accord? Normalement, il sort mature. Comment il s'appelle? L'ARNM mature au niveau du noyau. Aussi, on doit vérifier. D'accord? Donc, on a la 2', 3', et on a ça. Mais normalement, il mature dans le noyau.
Ça c'est important, ça peut être une question d'examen. Hein. Il est décodé par les ribosomes pour la synthèse protéique. La durée de vie est très courte, quelques minutes à quelques jours. Décodé plusieurs fois au niveau du ribosome avant d'être dégradé. Donc une seule molécule d'ARNM va donner plusieurs protéines identiques. Donc l'ARNM, c'est non seulement un moyen de signalisation, un moyen de transfert de l'information génétique, mais c'est aussi un moyen d'amplification de l'information génétique. C'est-à-dire que j'ai une seule information génétique au niveau de l'ADN qui va me permettre de synthétiser plusieurs protéines identiques. Ces protéines identiques, elles peuvent être synthétisées comment? En traduisant plusieurs fois l'ARN1. Pas en synthétisant plusieurs ARN1 identiques. Je peux synthétiser plusieurs copies d'ARN1, mais ces copies d'ARN1, il faut savoir que chaque molécule d'ARN1, elle va être traduite plusieurs fois avant d'être dégradée. Mais si chaque molécule d'ARN1, elle est traduite une seule fois, elle est traduite plusieurs fois selon mon besoin des protéines qu'on développe. D'accord? Donc je peux traduire l'ARN1 plusieurs fois pour avoir plusieurs molécules de protéines. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que une seule molécule d'ARNM peut donner plusieurs protéines identiques en étant traduite plusieurs fois. D'accord? L'ARN-R maintenant. 80% des ARN. Son rôle, fixation des autres ARNT ou ARNM. Donc le ARNR peut fixer l'ARNT, le ARNR peut fixer l'ARNM. C'est le support cytoplasmique de la synthèse protéique. On reprend. Le ribosome et comment ça s'appelle? L'ARN ribosomique est le support cytoplasmique de la synthèse protéique. Allez-y, Tréba, reprenez. Vous, reprenez ce que je viens de dire. L'ARN ribosomique est le support cytoplasmique de la synthèse protéique. وش معناتها وش قلتي؟ معناتها oui que c'est l'ARN ribosomique qui est responsable de la synthèse protéique. Oui, de la synthèse protéique. Très bien. Qu'est-ce qu'on vient de dire, très bien? Vous, bien sûr. Très bien, très bien. Allez, on continue. Les ribosomes peuvent être libres dans le cytoplasme ou être liés au réticulum endoplasmique. Quand les ribosomes sont liés au réticulum endoplasmique, on l'appelle réticulum. Oui, allez-y, allez-y. La question, je n'ai pas posé de question. J'ai dit quand oui. Quand est-ce que les ribosomes sont fixés dans le réticulum endoplasmique? Quand est-ce qu'ils sont? Rahim, répondez à cette question. Ouais. Ça c'est quoi l'intérêt? Il vous dit. Si elle est destinée à l'exocytose, bravo, mais aussi il y a un autre intérêt. Si elle doit subir des modifications post-traductionnelles, je dois l'envoyer dans le réticulum endoplasmique pour ensuite l'envoyer dans le Golgi. Pour que dans le Golgi, elle subit des modifications post-traductionnelles. Ça, oh là là. Très bien. Donc, quand le réticulum endoplasmique contient des ribosomes, on va l'appeler réticulum endoplasmique granuleux. Granuleux parce que justement ces granules, c'est quoi? C'est des ribosomes. L'aspect des ribosomes dans le réticulum endoplasmique donne un aspect de rugosité. D'accord? Ces rugosités, ces granules, ces rugosités, elles sont dues à la présence de ribosomes. D'accord? On continue.
la structure, les ribosomes sont formés par une petite sous-unité 40S, environ 1500 nucléotides. 1500 nucléotides. C'est énorme. Vous voyez pourquoi il représente 80% de l'ensemble des ARN. C'est pour ça. Il est gros. Je vous ai représenté les ribosomes. Il ressemble à quoi? À quoi il ressemble le ribosome? Un Pokémon, oui. C'est quel Pokémon? Ousmane? L'orange. La couleur tarot orange? Non. Vert. Ronflex. Ronflex. Vous savez le Pokémon? Ronflex, très bien. حفظيه. On continue. Donc, environ 100 nucléotides. Voilà. La grande sous-unité 60S, environ 4000 nucléotides, séparés par un sillon dans lequel passera l'ARNM. Donc les deux sous-unités laissent un chemin ou un sillon ou une gouttière dans laquelle passe l'ARNM, constitué de 65 à 65% d'ARNR à 35% de R-protéines, des protéines ribosomiques. Donc le ribosome, c'est l'ensemble des ARN ribosomiques plus les protéines. D'accord? De quoi est constitué le ribosome? Oui, de sous-unités, d'accord. Chaque sous-unité est constituée de quoi? De protéines et de ARN. L'ARN est appelé ARNR ou les protéines sont dites protéines R ou les R-protéines. D'accord? L'ARN T 15%. Donc l'ARN M 2%, l'ARN R 80%, l'ARN T 15%. Rôle, transfert des acides aminés libres du cytoplasme vers le ribosome. Donc il va collecter les différents acides aminés. Quels acides aminés? Les acides aminés protéoformateurs. Les acides aminés impliqués dans la synthèse des protéines. Il y en a combien? Qui peut me les citer? 20 acides aminés. Donc on a les acides aminés acides, l'acide glutamique, l'acide aspartique. On a les acides aminés basiques, la lysine, l'histidine, l'arginine. On a les acides aminés aliphatiques, la valine, la leucine, l'isoleucine. D'accord? Les acides aminés soufrés, méthionine, cystéine. Les acides aminés alcoolés, thréonine, sérine. Les acides aminés hydrophobes, tryptophane, tyrosine, phénylalanine. Les acides aminés imminés, qui m'a l'histidine. Les acides... qu'est-ce qu'on n'a pas cité? La glutamine. D'accord? C'est pas basique, non. Il possède deux fonctions. C'est un acide aminé imminé, je crois. D'accord? Donc il y a 20 acides aminés. 3. Lysine, histidine, arginine. C'est ça, non? J'ai oublié. Normalement, c'est ça. D'accord? Donc ce sont les acides aminés impliqués dans la protéosynthèse. Il faut les connaître. Si on vous dit dans le QCM, la citrulline est impliquée dans la synthèse des acides aminés, des protéines. Non, ce n'est pas un acide aminé protéoformateur. La citrulline, l'ornithine, la proline, d'accord? Ce n'est pas des acides aminés protéoformateurs, ce sont des acides aminés qui ont des fonctions bioactives. D'accord? D'accord? Vous n'avez pas la citrulline, très bon? Très pastèque, très bien. Oui, très riche en citrulline. Qui est un acide aminé très énergétique. Il y a un proverbe qui dit parce que ça salit. Plus tu te laisses trop. Transfert des acides aminés libres du cytoplasme vers le ribosome, classe, structure formée d'environ 100 nucléotides. Vous voyez, c'est tout petit par rapport au ribosome, à l'ARN ribosomique qui contient 1500, d'accord, par chaîne.
il peut contenir certaines bases atypiques qui m'a l'hypoxanthine. On en a parlé, la xanthine et l'hypoxanthine. Autre comme la xanthine, elle était présente dans la caféine et dans la théophylline. D'accord? Thymine et autres bases méthylées. Donc c'est bien le café pour la RNT. Le café c'est bon pour tout en fait. Oui. Non, le café c'est mieux que le thé. Non, tu peux ne pas traduire. Le café est mieux que le thé. Voilà. Qui pense comme moi? Personne. Bon, j'ai inventé. Bases modifiées secondairement à la synthèse des ARNT. Donc, c'est des bases que je vais impliquer dans la synthèse des ARNT et que je vais ensuite modifier. Ces modifications sont post-traductionnelles et elles sont responsables d'une configuration spatiale particulière qui confère aux ARNT cette forme spatiale en feuille de trèfle. L'ARNT, il est fait comme ça. En feuille de trèfle. Au niveau des branches, repliement du brin d'ARN monocaténaire, on a dit que les ARN pouvaient se replier sur eux-mêmes. D'accord? Ça, c'est un exemple de repliement. Appariement entre les bases complémentaires par des liaisons hydrogènes. Au niveau des boucles, présence de bases atypiques, nucléotides non appareillés. Attention, au niveau des branches, on a dit des branches. J'ai des branches, d'accord? J'ai des branches. Hadith, c'est une branche. Hadith, c'est une branche. Hadith, c'est une boucle. Au niveau des branches, il y a appariement. D'accord? Au niveau des boucles, j'ai des bases atypiques. Il n'y a pas d'appariement. D'accord? Au niveau des boucles, il n'y a pas d'appariement entre les bases de cette même chaîne. Non. Voilà, donc c'est plus difficile de retrouver un acide amine, une base complémentaire lorsqu'on est atypique. D'accord? D'accord? Donc au niveau des branches, il y a des appariements. Au niveau des boucles, il n'y a pas d'appariement. Très bien, deux sites fonctionnels très importants. L'extrémité 3'OH, voilà, joli schéma. Voilà, donc ici c'est une branche, ça c'est aussi une branche, ça c'est une branche, ça c'est une branche, ça c'est une boucle. Loop, 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 loop. D'accord? Ici il n'y a pas d'appariement, ici il y a des appariements. C'est là où il y a des bases atypiques. Oui, ici. Très bien. Deux sites fonctionnels très importants au niveau de la RNT. L'extrémité 3'OH, chaque ARNT se termine par 3 nucléotides. Tous les ARNT se terminent par 3 nucléotides. CMP, CMP, AMP. Donc on va appeler ça la CCA. Vous connaissez la CCA? Vous n'allez jamais oublier ça. La CCA, c'est la clinique chirurgicale A de Mustapha. Il y a deux cliniques chirurgicales au niveau de Mustapha. La CCA et la CCB. Lui, il était en CCA et moi j'étais en CCB. D'accord? CCB qui, pour moi, est la meilleure clinique chirurgicale en Algérie. J'adore la CCB. Donc je fais alors CCA, chef de service. Bon, c'est professeur M. Saoudan. M. Saoudan. Mais elle est surtout connue pour professeur Ben Hadid, qui est un pionnier de la chirurgie. C'est l'un des élèves du professeur Mentouré, professeur Mentouré qui est un très grand chirurgien, d'accord? C'est son disciple. Il est tunisien et il adore l'Algérie. Il aime l'Algérie à un point extraordinaire. On a l'habitude de l'inviter sur les chaînes télévisées. Là que il parle souvent du cancer colorectal et tout.
CCB, le professeur chef service, c'est le professeur Chiao. Le professeur Chiao, qui est aussi un éminent professeur, c'est l'un des professeurs qui réalise la transplantation rénale. À la CCB, on réalisait la transplantation rénale. Chiao, il faisait, plus maintenant, non. Oui, oui. Professeur Chiao, qui est spécialiste thyroïde pourtant, mais qui réalisait des transplantations rénales. Alors, on continue. Donc la CCA, vous allez vous souvenir de la CCA, la clinique chirurgicale A, pour vous souvenir des trois acides aminés, les trois bases, ou les trois nucléotides de l'ARNT. CMP, CMP, AMP. Donc c'est des mononucléosides. Des nucléosides monophosphates. D'accord? Alors, on va les voir. L'extrémité, on a quelle extrémité? 3' terminale. CCA. Est-ce que vous arrivez à les voir? Ça c'est un C. Ça c'est un C et ça c'est un A. C'est l'extrémité OH 3' terminal. D'accord? Fixe l'acide aminé à transporter. Donc l'acide aminé il vient ici et il est transporté. Très bien. Ça c'est le premier site. L'anticodon. L'anticodon, il est composé de 3 nucléotides, situés au niveau d'une boucle. Il est reconnu par le codon de l'ARNM avec lequel il s'appareille. Donc voici l'anticodon. 1, 2, 3. 3 nucléotides qui vont complémenter le codon. Et puisqu'ils vont compléter le codon, je vais appeler ça un anticodon. D'accord? L'anticodon. Un poison, un antidote. Un codon, un anticodon. D'accord? Très bien. L'appareillement codon-anticodon entre bases complémentaires du codon et de l'anticodon par des liaisons hydrogènes antiparallèles. Ils sont antiparallèles. Pourquoi ils sont antiparallèles? Parce que l'appareillement entre deux chaînes, il est antiparallèle. Qui m'a fait au niveau de la chaîne d'ADN normale. L'appareillement est antiparallèle. Donc je vais dire ici que aussi l'appareillement ici est antiparallèle. L'ARN-I, l'ARN interférent, il est formé à partir des transgènes, des séquences d'ADN répétitifs, des doubles brins. Son rôle, il inhibe l'expression des gènes spécifiques. Donc c'est des parties d'ARN, d'accord, qui sont situées entre les différents gènes, transgènes, d'accord, au niveau de quelques séquences d'ADN répétitifs, et dont le rôle est d'inhiber l'expression de gènes. Donc chaque ARNI, ARN interférent, parce que je fais le I, comme ARN inhibiteur. D'accord? Le I veut dire interférent. Mais vous allez vous souvenir du I comme étant un inhibiteur parce qu'il va être utilisé pour inhiber l'expression de certains gènes. L'ARN est fragile in vitro. L'ARN, contrairement à l'ADN, est très facilement dégradé par les enzymes. Il est monocaténaire, il est plus court que l'ADN, donc il sera plus fragile. D'accord? Facilement dégradé par des enzymes ribonucléases présentes sur la peau humaine. La manipulation des ARN au laboratoire nécessite donc de travailler avec du matériel stérile et des gants pour manipuler les ARN. Notre peau contient des enzymes qui sont très nocives pour l'ARN. Qui peut me dire pourquoi? Notre peau, elle contient des enzymes très nocives pour l'ARN. Pourquoi? Oui, contre les agents, les micro-organismes qui peuvent être des virus ou des bactéries. Donc, il faut savoir qu'on a la première ligne de défense, elle est aussi représentée par notre peau. Il y a une force physique, il y a une force chimique, d'accord? Il y a des antibactériens au niveau de notre peau, il y a des antimycotiques au niveau de notre peau, d'accord? Surtout le sébum. Le sébum est antimycotique, d'accord? L'acidité de la sueur, elle est antibactérienne. Donc l'ARNI, il intervient pour l'inhibition de l'expression des gènes. La chromatine, on est presque arrivé à notre but. شو كان تقولي 8 elle est où 8 heures vous non بالجمعة 8 اليوم لا اليوم السبت oui
D'accord, Votre Altesse. Ça, vous devez vous assumer. Non, 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 non. Pareillement. On va voir, on va voir. Pour terminer ce cours, d'accord, on va sentir que dernier le programme. D'accord. La chromatine. Organisation de l'ARM, s'il vous plaît, suivez. Pour que je sente que ça a un tout petit intérêt. Tout petit peu d'intérêt. D'accord. Allez. Le génome humain est composé de 3 milliards de paires de bases. 3 milliards de paires de bases. C'est énorme, c'est beaucoup. Le génome humain est composé de 3 milliards de paires de bases, représentant une longueur totale d'ADN déroulée d'environ 2 mètres. Lequel, si on prend tout notre ADN et on le déroule, 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 il prendra une longueur de 2 mètres. 2 mètres, c'est à peu près ces bureaux. 1,8. D'accord. 1,8. 1,8 qui est contenu dans une cellule, dans le noyau d'une cellule. D'accord. Donc pour pouvoir mettre 2 mètres dans ces quelques microns, il faudrait enrouler, 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 replier, 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 encore enrouler, à des degrés très, 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 très importants. D'accord. Cette molécule d'ADN, pour qu'elle puisse occuper une surface ou un volume aussi peu important. D'accord. Or, cet ADN est présent au sein du noyau cellulaire dont le diamètre n'excède pas une dizaine de micromètres. Afin de pouvoir être contenu dans le noyau, l'ADN doit être compacté grâce à son association à des protéines particulières, les histones, pour former une structure appelée chromatine. Donc, la chromatine est l'ensemble histone plus ADN enroulé. Cette définition, elle est un peu... Normalement, la chromatine, c'est l'ADN seul. Vous suivez votre cours. On dira que la chromatine, c'est l'ensemble protéine, ADN. Protéine, ADN, c'est la chromatine. D'accord. On va dire que la chromatine, elle est composée de petites unités. L'unité, la petite unité, histone plus quoi? Plus ADN qui s'enroule autour de cet histone. Comme on l'appelle le nucléosome. Le nucléosome, c'est quoi? C'est l'ensemble histone plus chromatine. C'est l'ensemble histone plus ADN enroulant 7 histones, pas tous les histones. D'accord? Comme on a tous les histones plus tout l'ADN est égal chromatine. Mais ça une petite unité d'histone et l'ADN qui s'enroule autour de ce groupe d'histones, il forme le nucléosome. On va voir le nucléosome. Donc vous savez ce que c'est qu'une chromatine, vous savez ce que c'est qu'un histone, vous savez ce que c'est que l'ADN et vous savez ce que c'est que le nucléosome. Regardez-moi ces termes. Voilà, le repliement. Ça, c'est l'ADN. L'ADN commence à s'enrouler autour des histones. Les histones s'enroulent sur eux-mêmes. On va dire continue à s'enrouler, à s'enrouler, à s'enrouler jusqu'à avoir ce chromosome. Donc le chromosome, c'est quoi en fait? Le chromosome n'est qu'une disposition de l'ADN et des histones. C'est une disposition qui fait suite au repliement des molécules d'ADN sur les histones et sur elles-mêmes. D'accord? La chromatine qui contient l'information génétique assure 3 fonctions essentielles. La compactation de l'ADN, l'organisation des territoires et des fonctions chromosomiques, télomère, centromère. On va voir ce que c'est un télomère, c'est les extrémités du chromosome. Le centromère, c'est le centre de notre chromosome. Les télomères sont directement impliqués dans notre mort et dans le vieillissement. Nous mourrons parce que nous avons des télomères. D'accord? Nous mourrons parce que la vie... Parce que si on veut philosophiquement un peu définir la vie, c'est la marche vers la mort. C'est la marche vers la mort. Donc plus nous avançons dans la vie, plus nous avançons dans l'âge, nos télomères rétrécissent. Donc nos chromosomes sont de moins en moins protégés.
Donc nos chromosomes tendent à perdre leur fonction. En perdant leur fonction, les protéines dont elles sont responsables perdent leur fonction. Et la fonction cellulaire sera perdue, peu à peu, jusqu'à l'éteindre. L'extinction de notre vie, qui correspond à la mort. D'accord? C'est pour ça qu'il est dit dans le Saint-Coran, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Dit que la mort que vous fuyez vous rencontrera un jour ou l'autre. Donc nous mourrons tous. Qui a peur de la mort? Qui a peur de la mort? Qui a peur de mourir? Oui. Tout le monde a peur de la mort. Vous n'avez pas peur de la mort? Vous n'avez pas peur de mourir? Sérieusement? Non, pas cet aspect de la mort. Pas l'aspect de voir une personne mourir. Sachant que quand vous verrez une personne mourir, vous allez voir le choc que ça vous donnera. Vous n'avez jamais encore vu ça. Vous avez vu une personne mourir devant vous. Vous allez voir, des chocages de vous. C'est pas du tout facile. D'accord? En train de mourir ou là? Non? Oui. Donc on a tous peur de la mort parce que nous avons tous peur de l'inconnu. Et la mort représente un peu l'inconnu. Donc il faut, pour pouvoir résister contre cette peur de la mort, il faut avoir des croyances une fois très solides. Parce que la mort nous désespère. Voilà, tout simplement. Parce que nous vivons et puis la mort nous dit que voilà, tout s'arrête, tout finit. Donc il faut considérer la mort comme un nouveau début, comme une nouvelle histoire qui va commencer. Savoir que la vie n'est là que pour être transitoire, que la vraie vie commence après la mort. Et donc tout ça, c'est important pour pouvoir continuer. Sinon, si nous nous limitons, ou nous nous contentions de réfléchir à la mort, nous ne pourrions jamais vivre. D'accord? Cette partie du cours est triste, hein? Sinistre, mais elle est vraie. Il faut penser à la mort. De temps en temps, pas toujours. Alors, en plus, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Il est en train de nous parler de la mort. C'est qui c'est ça allait. Mais voilà, il faut penser au tout. Donc, c'est les télomères qui nous tuent. Et les chercheurs sont en train d'essayer de trouver un moyen de rendre nos gènes immortels. On essaie d'arriver à des gènes immortels, chose qu'on n'arrivera jamais à réaliser. Ben là, t'imagines si nous était donné de rester vivants, on partagerait cette terre. Il n'y aura jamais assez de place. ديجا انت كي تزيدي كراكي واسمك راكي اما تاع فرعون تزيد تلقى روحك خلاص هاد لابارتي ديجا لابارتي فرعون هاد لابارتي elle appartient à certaines personnes. Donc la mort équilibre avec le nombre d'êtres humains. Oui, c'est pas très. D'ici 2050, Inch'Allah. Oui, mais ça prend le dessus. Le nombre d'êtres humains augmente. Hein. Le nombre d'Algériens est à 45 millions aujourd'hui. Et on dit que si ça continue comme ça, les Algériens ont un taux de croissance depuis quelques années qui a explosé. La nouvelle génération des Algériens a beaucoup d'enfants. D'accord? La procréation, elle a très augmenté. Et donc, si nous continuons comme ça, en 2050, nous serons 70 millions. 70 millions, c'est impossible en Algérie. On n'a pas assez d'argent pour les nourrir. D'accord, donc il faut faire. Pourquoi c'est pas normal? Justement, quand il y a du oui. Bah, regardez bien votre entourage, les nouveaux couples, nos parents, les parents taouana, mais j'ai bzaf. Quand il y a 2, 3, 4 ou 5. Donc quand il y a 3, 4.
c'est en train de remonter en Algérie. Justement, ça s'accélère en Algérie jusqu'à ce que le ministère de la Santé, cette année, il a alerté, oui, il a alerté la population. Faites attention. Oui, voilà, aujourd'hui, la médecine a augmenté, la vie moyenne, l'âge moyen des Algériens a augmenté. Il est à 74%, qui est très élevé hein, par rapport à la population mondiale. 74%, oui, c'est beaucoup. Mais non, il faut penser. C'est des postes budgétaires, c'est des bouches à nourrir, d'accord? C'est des places pédagogiques, c'est des postes à gagner, c'est pas rien, d'accord? Quand il n'y a plus assez d'argent, vous savez ce qui se passe, c'est la guerre. Oui, on va essayer. Déjà le cacao il va disparaître, welcome, de la terre, vous ne mangerez plus de chocolat. Allez, on reprend. La chromatine qui contient l'information génétique assure trois fonctions. La compactation, l'organisation, les télomères qui nous tuent. Voyez comment l'être humain il adore la vie. On a commencé à parler de mort. On a terminé de parler de chocolat. On fait la mort et on parle de chocolat, de procréation, de reproduction, de manger des sauterelles. Essentiel, on est là. On vit. La modulation, c'est comme ça, c'est l'être humain. La modulation de l'accessibilité de l'ADN à divers facteurs régulateurs des fonctions nucléaires. Donc, c'est le chromosome, ou la chromatine, qui permet d'exposer cette partie d'ADN, ou de cacher cette partie d'ADN. Pourquoi? Pour qu'il y ait réplication, pour qu'il y ait transcription, pour qu'il y ait régulation par des facteurs, pour qu'il y ait inhibition, pour qu'il y ait activation, etc., etc. Donc, elle expose et elle cache. La chromatine. D'accord? Très bien. La chromatine des cellules eucaryotes constitue un polymère nucléoprotéique. Un polymère nucléoprotéique avec le nucléosome comme unité de base. Donc, il nous affirme que ADN plus histone constitue la chromatine. Donc, la chromatine est un ensemble ADN-protéine. ADN-protéine. Je ne sais pas s'il faut continuer ou s'arrêter ici. Voilà. Est-ce que vous jugez nécessaire de continuer les trois parties, les parties ou de s'arrêter ici? Soit on les attaque, on s'arrête à la réplication, soit on s'arrête ici. Hein. On continue, on s'arrête. Qui vote pour continuer? Non, je suis ça comme tout, mais il était d'autres. On s'arrête ou là on continue? Tout bon. On s'arrête. Qui vote pour s'arrêter? Qui veut? On s'arrête ou là on continue? Les nucléosomes, si on commence les nucléosomes, on continue. Le chromatine, l'hétérochromatine, l'ADN répétitif, l'ADN dispersé, groupé, le polymorphisme, le chromosome, les différents ADN nucléaires. Allez. Bon, cette vidéo on l'arrête.